Bonsoir, pauvre Jonas qui avait désobéi à Dieu en se rendant ici même à Jaffa et avait subi une terrible tempête au large de Jaffa. Le voici associé à une autre tempête, elle porte son nom, qui a balayé New York et l'est du pays. Colère divine, Léa Berdugo. Les chutes de neige diminuent dans l'est des États-Unis, l'occasion de commencer les opérations de déblayage. Ici en Pennsylvanie, tractopelles et chasse-neige sont à l'œuvre. Quelques aventuriers tentent même de libérer leurs voitures prisonnières de la neige à l'aide d'une simple pelle. Même scène à Brantford dans le Connecticut. La tempête Jonas est l'une des pires qu'aient connues les États-Unis. Elle paralyse plusieurs grandes villes. Parmi elles, New York et ses rues couvertes de plusieurs dizaines de centimètres de neige. Quelques habitants tentent tout de même leur chance dehors et c'est à ski que certains se déplacent dans les rues de la Grande Pomme. Dans le Maryland, près de 300 habitations se sont retrouvées sans électricité. C'est horrible, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de chauffage. Cela a pris 1 heure à mon fils et à des voisins pour déblayer la neige. Samedi, toute la journée, les déclarations d'hommes politiques se sont succédées. Ils ont incité les habitants à rester chez eux. Selon certaines estimations de responsables américains, la tempête surnommée Snowzilla par le Washington Post pourrait avoir provoqué plus d'1 milliard de dollars de dégâts et de pertes économiques. Et l'on retrouve dans les rues de New York l'homme au chapeau qui n'a pas hésité à affronter la tempête pour I24 News. L'image tient à la fois de Hitchcock et de Scorsese. David ? New York s'est réveillé il y a quelques heures avec plus de 70 cm de neige par endroit. Les chasse-neige ont déblayé toute la nuit et Manhattan ressemble à un chantier géant. On entend les pelleteuses passer et repasser sur les chaussées pour que la ville puisse redémarrer la semaine normalement. Le maire Bill de Blasio a levé l'interdiction de se déplacer à 7 h ce matin, mais il va falloir quelques jours pour que toutes les routes soient de nouveau praticables. Des montagnes de poudreuse s'accumulent sur les bas-côtés et rares sont les véhicules qui s'aventurent sur les rues verglacées. Malgré un soleil exceptionnel, il fait moins 5 degrés et aucune quantité de sel ne va empêcher les routes de geler. Sur les trottoirs, dans les jardins et à Central Park, on croise des skieurs de fond. Sur les escaliers des monuments, des pistes de luge sont improvisées. Ici à Wall Street, qui est une rue où les voitures ne passent jamais, on a véritablement l'impression d'être sur une place de session de sport d'hiver. C'est la première tempête de neige de l'année et on ressent vraiment les joies des premières fois. Les habitants sont sortis pour savourer les batailles de boules de neige, suréquipés de moon boots, bonnets et gants pour braver le froid. Les consignes maintenant pour les habitants est d'éviter d'utiliser leurs véhicules s'ils ne sont pas équipés de pneus neige et de faire attention aux chutes de glace qui tombent des fenêtres des buildings. D'après les autorités, ce blizzard se rangerait dans le top 5 des tempêtes jamais enregistrées à New York. Mais dans la mémoire collective des New-Yorkais, c'est l'accumulation de neige la plus importante qu'ils aient vécue en moins de 24 heures. On n'échappe pas aisément à ses racines. Retour aux sources pour Jonas. Il va neiger ce soir sur Jérusalem, Julia. Tout à fait, Paul, et c'est déjà la tempête ici. Le vent a soufflé toute la journée dans tout le pays, en Israël, du vent et beaucoup de pluie. Je suis actuellement à Abu Ghosh, tout près de Jérusalem, et je peux vous dire que la première conséquence de ces pluies incessantes, c'est le ralentissement. Les automobilistes sont très prudents. Ce soir, il y a quelques épisodes grêleux, et donc les autorités font appel à la prudence. Alors pour l'instant, les routes ne sont pas encore barrées, car les autorités attendent que la neige tombe, mais cela pourrait arriver donc cette nuit. En tout cas, la neige pourrait donc arriver cette nuit à Jérusalem et même perdurer jusqu'à mercredi. Voilà, on vous retrouvera sans doute en fin d'émission, vers peu avant 20 h en tout cas, heure française. Neige sur Jérusalem ce soir, ils vont très fort sur Tel Aviv avec une mer démontée tout juste à côté. C'est ici. La médecine et la recherche israélienne se distinguent de nouveau. Un grand pas est, semble-t-il, franchi dans la lutte contre le sida. Les chercheurs israéliens auraient trouvé le moyen de freiner de façon conséquente la progression du virus. Benjamin Le Souef. 20 millions, c'est le nombre de victimes décimées par le sida depuis 30 ans, époque de l'identification du VIH. Grâce à l'apparition de nombreux traitements, la vie des séropositifs s'est considérablement améliorée. Des progrès scientifiques, mais aussi la prévention, ont permis de ralentir le fléau. Des progrès qui ne doivent pas faire oublier qu'aujourd'hui, on ne guérit toujours pas du sida. Cependant, la recherche continue d'apporter régulièrement de quoi lutter contre le virus, comme ici à l'Université hébraïque de Jérusalem. Derrière ces murs, le professeur Asaf Friedler et le professeur Abraham Leuter viennent de faire une nouvelle percée très encourageante. Les cellules ont le potentiel pour reproduire de nouveaux virus si le patient arrête de prendre son traitement. Notre composé tue les cellules qui ont le potentiel de reproduire de nouveaux virus. Et c'est ça qui fait la différence.
Ce que nous avons trouvé, c'est une nouvelle méthode pour faire en sorte que les cellules infectées se suicident. On utilise un mécanisme naturel de la cellule qui déclenche la disparition uniquement des cellules infectées. Et donc, les cellules ne peuvent plus produire de nouveaux virus. Et ceci pourrait potentiellement guérir du sida à l'avenir. À l'état d'expérimentation, les scientifiques souhaitent pouvoir valider au plus vite leur découverte et entamer des tests sur des organismes vivants. Dans la recherche sur le VIH, chaque progrès est toujours pris avec la plus grande précaution, tant par la communauté scientifique que par les associations de lutte contre le sida. Mais cette fois-ci, ces dernières accueillent la nouvelle avec enthousiasme, tout en attirant l'attention sur les efforts qu'Israël doit maintenir. Le nouvel traitement agit directement sur l'ADN du virus. Et en cela, c'est effectivement une nouvelle brèche. Les principaux efforts à faire dans le pays, c'est la discrimination envers les personnes séropositives, la discrimination envers certains groupes qui sont liés avec la séropositivité et la prévention. Il faudra probablement attendre avant de voir cette découverte se répandre dans le domaine thérapeutique. La prévention reste le meilleur rempart à l'épidémie. En Israël, on dénombre 7000 porteurs du VIH et on estime que le même nombre de personnes est infecté sans le savoir. En 2011, le sida a tué 1,7 million de personnes à travers le monde. Joanna Castel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Paris-Jaffa. Alors, est-ce qu'on peut parler de véritable avancée médicale? Oui, alors Paul, c'est assez surprenant parce que finalement, cette annonce, elle n'a pas été beaucoup relayée. Mais si elle tient toutes ses promesses, ça pourrait permettre une élimination du fléau qui décime quand même près d'1,5 million de personnes chaque année. Et c'est énorme. Et depuis 30 ans, on parle du sida, on vous parle du sida. Et pourquoi c'est si complexe à endiguer? Mais en fait, pour répondre à cette question, il faut comprendre le mécanisme. Imaginez le virus qui s'infiltre dans l'organisme. Il va s'attaquer aux cellules immunitaires, ce sont les cellules de défense de l'organisme, les lymphocytes. En fait, il va s'accrocher à ces lymphocytes, il va fusionner sa membrane avec celle du lymphocyte et complètement décharger tout son matériel génétique dans le noyau. Et à ce moment-là, le virus est extrêmement intelligent parce qu'il va détourner la cellule pour ses propres besoins, qui finalement va se mettre à fabriquer l'ADN viral, les protéines virales et permettre donc au virus de se développer dans l'organisme. Alors, les traitements qui existaient depuis une trentaine d'années, les trithérapies, les multithérapies qui ont beaucoup évolué depuis ces dernières années, permettent de mettre des freins à différents échelons, soit dans la fabrication des protéines, soit dans la fabrication de l'ADN, mais à aucun instant, elles ne permettent d'éliminer le virus qui reste là, tapi dans un coin. Et il suffit que le patient s'arrête de prendre pendant quelques jours son traitement pour qu'il reprenne son activité morbide. Et pour le coup, les chercheurs israéliens ont trouvé un autre angle d'attaque. Oui, en fait, ils se sont posé une question simple. Ils se sont dit, mais comment ça se fait qu'une cellule, alors qu'elle est attaquée par le virus, elle ne réagit pas? Normalement, dans n'importe quelle maladie, que ce soit une bactérie, un virus, les cellules immunitaires, lorsqu'elles sont attaquées, elles vont se défendre en s'auto-détruisant pour éviter la propagation du virus. Mais là, ça ne se passe pas comme ça. En fait, le virus du sida est très intelligent. Lorsqu'il s'infiltre, il va se disséminer très discrètement, très insidieusement, ce qui fait que finalement, la charge virale n'est pas détectable pour la cellule et la cellule ne réagit pas. Ce que les chercheurs scientifiques de l'Université hébraïque de Jérusalem ont eu comme idée, c'est d'aller activer une enzyme dans cette cellule qui augmente la charge virale. À ce moment-là, la cellule se sent menacée, elle sait qu'elle est parasitée et elle va donc s'auto-détruire en entraînant avec elle la mort du virus. Vous imaginez la question la plus importante? Ce traitement sur le marché pour quand? Alors, il ne s'agit pas de donner de faux espoirs, on en est aux prémices. Les chercheurs sont encore dans leur laboratoire. Les premiers tests vont être faits sur des échantillons de sang de patients, mais il faut encore attendre plusieurs années. Merci beaucoup, Joanna Castel, et à très bientôt. Natacha Bouchard, maire de Calais, au bord de la crise de nerfs. Elle pensait pouvoir contenir les milliers de migrants dans un camp baptisé la jungle, mais la jungle semble s'étendre jusqu'au port de Calais. Joseph Emmanuel. Il force le passage avec un objectif, monter à bord du ferry en partance pour l'Angleterre. 50 migrants ont réussi. Les forces de l'ordre ont dû fermer temporairement l'accès au port pour les évacuer. On compte 24 interpellations, 15 placements en garde à vue. Et cet après-midi, 2000 personnes sont descendues dans les rues de Calais pour dénoncer un environnement anarchique. Et la situation est devenue extrêmement tendue entre certains habitants de Calais et quelques dizaines de manifestants. La maire de la ville sera reçue par Bernard Cazeneuve le 3 février prochain. Samedi dans la journée, ils étaient aussi 2000 manifestants.
venus de plusieurs pays européens pour réclamer des conditions d'accueil dignes. Le port de la ville est resté bloqué 3 heures. On ne peut pas laisser cette situation perdurer ici. C'est-à-dire que les gens vivent dans des conditions inadmissibles, indignes. Ouvrez les frontières et laissez-les entrer, pouvait-on entendre. Plusieurs collectifs de sans-papiers, des militants d'extrême gauche et des altermondialistes. C'est la solidarité avec les personnes qui sont exilées, qui essayent de rejoindre l'Angleterre. Le nombre croissant de migrants entrés sur le sol européen rend plus difficile la sécurisation des infrastructures. Les migrants dénoncent des conditions de vie insalubres. Les migrants ont de graves problèmes ici parce que la jungle, c'est pour les animaux. Mais les humains vivent aussi, c'est un gros problème pour nous. Récemment, plus de 4000 migrants sont entrés en France, venus majoritairement d'Afrique de l'Est, du Moyen-Orient et d'Afghanistan. Et l'ONU alerte les autorités françaises. Calais est aujourd'hui considéré comme le plus grand bidonville de France. Et l'on retrouve en direct de Paris l'un de nos correspondants, Christian Mallard. Comment et pourquoi est-on arrivé à une situation aussi extrême, Christian ? Écoutez, il y avait une question à laquelle on devait répondre avant, c'était de se dire quel avenir peut-on donner à tous ces migrants venus du monde entier ? On les a parqués, en effet, vous le disiez à l'instant, dans cette jungle de Calais, comme on l'appelle. Maintenant, on voit bien qu'on est rentré dans une autre phase, beaucoup plus critique. C'est une véritable guerre qui a lieu maintenant entre pro et anti-migrants. Les pro-migrants disent, en effet, on traite ces gens-là avec peu de dignité, il faut leur restaurer la dignité perdue et qu'on les traite beaucoup mieux. Mais les anti-migrants deviennent de plus en plus nombreux et se disent aujourd'hui que ces migrants nuisent à l'image de marque, à l'image de la ville de Calais, ruinent en partie ou nuisent à leur économie. Et on le voit bien, ils veulent traiter ces migrants de différentes façons. Et c'est vrai qu'ils considèrent que parmi eux, il y en avait 350 hier, qu'ils ont traités de brebis galeuses parce qu'ils ont tenté de bloquer le port de Calais et de prendre d'assaut un ferry pour essayer de gagner l'Angleterre. Alors, toutes ces frustrations des uns et des autres rendent de plus en plus la situation explosive et incontrôlable. Et une solution est-elle possible, Christian ? Franchement, je ne la vois pas à l'horizon. Là, on parle d'une réunion qui a été accordée, vous parliez de Mme Natacha Bouchard, le maire de Calais, elle demande une réunion d'urgence. On lui dit, écoutez, le ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, et le ministre de la Justice, Mme Taubira, vont vous recevoir le 3 février. Même si nous ne sommes aujourd'hui que le 24 janvier, vous vous rendez compte, c'est tard le 3 février. La situation ne va aller qu'en se détériorant. Et je pense qu'il y a quand même un véritable problème. Il faut que des décisions soient prises rapidement à l'échelle nationale et puis régionale, bien entendu. Et pas seulement à Calais, échelle nationale, régionale et évidemment européenne, on le voit chaque jour. Oui, vous avez raison. Et là, quand vous dites européenne, on peut toucher du doigt à nouveau la situation qui prévalait ces derniers temps et qui prévaut encore en Allemagne, où Mme Merkel, qui était la première à dire « je vais accueillir les migrants », François Hollande a suivi, a emboîté le pas, et on s'aperçoit aujourd'hui que le problème des migrants est difficilement traitable. L'affaire de Cologne, où il y a eu des tentatives de viol de la part de certains migrants sur des femmes allemandes, a quand même choqué l'opinion publique allemande. On voit bien qu'il y a, je reprends le terme, et encore je suis gentil, des brebis galeuses chez les uns et chez les autres. L'Allemagne est touchée, la France est touchée, l'Italie et la Grèce, qui sont des pays où il y a une grande porosité aux frontières, on le voit bien, laissent passer ces migrants. On demande aux Turcs de l'autre côté d'essayer d'être très stricts à leurs frontières et d'en empêcher de passer le plus possible. L'affaire des migrants, c'est une bombe à retardement et on a déjà assez de bombes à régler sur notre continent européen. Merci Christian. Connaissez-vous l'application Snapchat sur mobile ? Elle permet de poster des photos ou des vidéos qui disparaissent après quelques secondes et donne ainsi un sentiment d'impunité à ses auteurs. Ce sentiment, 3 adolescentes stagiaires dans une maison de retraite en Seine-et-Marne l'ont éprouvé en diffusant les images de leur turpitude, mais d'autres adolescents veillaient. Maël Benoliel. Tout commence la semaine dernière lorsque 3 élèves d'un lycée professionnel de Seine-et-Marne débutent leur stage pour devenir auxiliaires de vie dans cette maison de retraite. Dès leur premier jour, elles filment 3 résidents atteints d'Alzheimer de façon humiliante. Les 33 vidéos sont postées sur Internet. Des actes graves dénoncés ce dimanche par la secrétaire d'État aux personnes âgées, Laurence Rossignol. Il n'y a pas eu de fait de maltraitance physique, de souffrance infligée à ces personnes. Les faits que l'enquête a révélés pour le moment sont des faits de humiliation, violence verbale et atteinte à la dignité de ces personnes.
Une enquête a été ouverte, les 3 adolescentes ont été mises en examen alors qu'elles ont été dénoncées par des camarades de classe choqués de la violence des images. C'est un établissement qui a l'habitude d'accueillir des stagiaires, que toutes leurs tâches sont faites avec un encadrant, elles ont une tutrice qui les suit et il y a par ailleurs dans les journées des interstices, voilà, qui peuvent être à la fois des temps de pause ou des moments entre deux tâches. Une forme de maltraitance qui inquiète les familles des victimes. De son côté, la direction de l'établissement n'a pas souhaité réagir. Les familles des résidents concernés ont été prévenues dans les meilleurs délais par l'établissement. Et aujourd'hui, l'établissement est à la disposition des autres familles qui s'inquiètent pour leurs résidents. Et il y a un suivi psychologique qui a déjà été mis en place et se poursuivra à l'égard des personnes qui ont été l'objet de ces vidéos. Cette affaire relance le débat sur le manque de personnel d'encadrement dans les établissements qui accueillent des personnes âgées. Ce n'est pas la première fois que des pensionnaires d'une maison de retraite sont maltraités en France. En novembre dernier, une aide-soignante d'une maison de retraite de Loire-Atlantique a été condamnée à 1 an de prison avec sursis pour des maltraitances et des humiliations sur des résidents atteints là aussi d'Alzheimer. Ne pas oublier, ne jamais oublier, l'actualité est ainsi faite qu'un événement chasse l'autre, qu'un visage chasse l'autre. Qui se souvient encore de James Foley, journaliste américain décapité par l'État islamique? Joseph Emmanuel. Je pense que le journalisme d'investigation est très important. Avec ces photos et ces vidéos, on peut montrer au monde à quel point les choses vont mal. La voix de James Foley en ouverture du documentaire qui lui est consacré. C'est le 6 février prochain que le public découvrira ce film sur la vie du journaliste, décapité en août 2014 par le groupe État islamique. En attendant, le documentaire a été présenté au festival de Sundance en présence de ses proches. Il croyait en la liberté et la justice et nous avons espoir que le film fasse la lumière sur les nombreuses causes que Jim voulait défendre. Le journalisme de guerre, l'avenir des médias d'information, comment nous allons être informés à l'avenir et aussi la protection des journalistes freelance et le calvaire des otages américains et de leurs familles. Le meurtre de James Foley, largement diffusé sur Internet, a été la première d'une longue série d'exécutions mises en scène. Le réalisateur du film est un ami d'enfance du journaliste. Faire ce film a été pour lui une façon de poser un regard plus responsable sur le traitement de l'image, plus responsable face aux images violentes diffusées par les médias internationaux. Quand vous perdez un être cher, vous avez envie de protéger son histoire et sa mémoire. Jim est mort d'une manière très publique. Je n'étais pas à l'aise devant certaines choses que j'ai vues dans la presse, et notamment sur la manière dont son image était utilisée. La musique du film est signée Sting, et le chanteur affirme que ce film sera l'un des plus ambitieux de l'année. Le film m'a beaucoup touché, c'est une expérience très émotionnelle. Je pense que c'est probablement un des films les plus importants qu'on puisse voir cette année avec ce qui se passe en ce moment dans le monde. C'est un antidote incroyable contre toutes ces bêtises que nous entendons. C'est un vrai hommage à un homme courageux, d'un courage extraordinaire, un homme bon et plein de gentillesse. James Foley a été enlevé dans la province d'Idlib, dans le nord de la Syrie, le 22 novembre 2012. Il couvrait le conflit syrien depuis plus d'1 an. Un conflit qui dure évidemment. Les Américains, la semaine dernière, confiaient qu'ils avaient sous-estimé Assad. Ils ne le croyaient pas si bien dire. L'armée d'Assad a repris une ville importante tenue par les rebelles avec l'aide, c'est vrai, des Russes. Maël. Rabia était le dernier bastion de la province côtière de Latakia, à l'ouest de la Syrie, une région qui est le berceau de la famille Assad. La ville vient d'être reprise par les forces pro-gouvernementales syriennes. Depuis 2012, Rabia a été contrôlée par des groupes rebelles, parmi eux notamment le Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Les forces du régime se sont d'abord emparées de 20 villages aux alentours avant de lancer leur assaut sur la ville. Une bataille dirigée par de hauts responsables militaires russes, selon certaines sources. Les forces pro-Assad ont en tout cas profité des frappes aériennes russes pour reprendre une ville qui leur semblait perdue il y a encore quelques semaines. Une victoire stratégique, Rabia était jusque-là un carrefour d'approvisionnement reliant la frontière turque aux places fortes rebelles. Au même moment, à quelques kilomètres de là, la Turquie a arrêté 23 membres présumés du groupe État islamique qui tentaient de traverser la frontière depuis la Syrie. 21 enfants accompagnaient les djihadistes.
La population syrienne continue de payer un lourd tribut à la guerre qui a déjà fait plus de 260 000 morts depuis 2011, alors que l'ONU prépare avec difficulté les pourparlers de paix prévus dans les prochains jours à Genève. Les discussions doivent porter sur la feuille de route établie en décembre par le Conseil de sécurité qui prévoit un cessez-le-feu, un gouvernement de transition dans les 6 mois et des élections dans les 18 mois. Les autres événements de la journée vus par David Klezewski. Les Portugais aux urnes aujourd'hui. Un nouveau président sera élu, mais peu d'enjeux. Marcelo Rebelo de Sousa, candidat de la droite, était le gagnant annoncé des sondages. Professeur de droit catholique et croyant, il s'est fait connaître par ses commentaires de la vie politique du pays. Donald Trump et Ted Cruz, le match se poursuit et le sénateur Cruz vient de marquer un point. Dans ce meeting à Waterloo, il a reçu un soutien de poids. Le célèbre Glenn Beck, animateur de télévision conservateur qui a promis des jours plus sombres pour l'Amérique si un républicain trop modéré est élu. Les autorités sanitaires thaïlandaises sont en alerte. Un deuxième cas de syndrome respiratoire coronavirus a été confirmé par le ministère de la Santé publique. L'homme est âgé de 71 ans, il venait d'Oman. Les services cherchent maintenant à contacter les personnes qui ont été à proximité du patient. Un drame plus lourd a été évité en France, à Pantin. Un immeuble a pris feu. 22 personnes ont pu être sauvées hier soir après l'intervention des pompiers. La tâche n'a pas été facile. Les soldats du feu ont lutté plus de 2 heures pour venir à bout des flammes. 4 personnes ont été blessées. Évacuation par milliers au Mexique. Des habitants au sud-est de la capitale, Mexico, ont été contraints de quitter les lieux. Il fut une éruption explosive d'un volcan qui culmine à plus de 5400 mètres. C'est le 2e sommet du pays, juste au-dessus de l'agglomération de Puebla et ses 2 millions d'habitants. Le volcan s'était montré calme ces 12 dernières années. À Venise, avant-goût du carnaval qui débute dans 6 jours, une procession de bateaux s'est élancée entre les maisons de la célèbre ville italienne. Ce défilé marque le coup d'envoi de la saison des carnavals qui attire des milliers de visiteurs venus du monde entier. Voilà, ces images vont sans doute consoler Georges Clooney qui adore l'Italie, qui a une résidence en Italie près des lacs, mais qui pourrait perdre, cher David, son légendaire sourire en découvrant l'existence d'un clone. Oui, bonsoir Paul, effectivement, c'est actuellement l'un des sosies les plus célèbres du moment en Israël. On va le découvrir tout de suite sur ces images. There's nothing like a new espresso machine. תפסיק לדבר לעצמך, גוררים אותך. Wait, but I left the car with the valet. לא, אחי. הוא יזדה פקח. חבל. באספרסו קלאב היית מקבל מכונת קפה וגם עד הבית. Wow, I didn't hear that. איך תשמע אם כל היום אתה רק מחייך לבחורות ומדבר לעצמך? Wait. You mean you don't pay for the machine? That's crazy. ולהתלבש כמו חתן לחנות קפה, זה לא crazy בכלל. מצטרפים לאספרסו קלאב ומשלמים רק על הקפסולות ברכישת חבילת קפה שנתית. אספרסו קלאב. Voilà, donc la ressemblance est frappante entre Georges Clooney d'un côté et David Segal de l'autre. Alors qui est-il ? C'est un acteur israélien qui joue donc dans cette publicité pour une petite entreprise, Espresso Israël. C'est un petit concurrent de Nespresso, basé en Suisse, le véritable inventeur de la capsule café qui dépend du groupe Nestlé. Alors la pub israélienne, on le voit ici, c'est une parodie, mais le Suisse Nespresso a beaucoup moins ri. Ses avocats estiment qu'il y a ici tentative d'usurpation qui trompe le consommateur. L'affaire a pris un tour juridique puisqu'auprès des tribunaux israéliens, une action a été menée. Les juges ont peut-être été séduits par le sosie David Segal puisque la Cour a rejeté la demande de Nestlé et a même condamné Nestlé à verser une somme de 14 000 € en frais de dommages et intérêts pour couvrir les frais juridiques. Côté israélien, en tout cas, le patron de la petite équipe Espresso prend les choses avec beaucoup de sérénité. La publicité ne dit rien de mal sur Nespresso. C'est un genre dans la publicité de se moquer de ses concurrents. C'est ce que le patron a souligné. Il a aussi souligné que son entreprise a simplement voulu jouer sur les différences de style entre les standards européens, américains et méditerranéens ici en Israël. Mais alors, vous citez Nestlé, mais est-ce que Georges Clooney lui-même a réagi ou pas ?
Georges Clooney, pour le moment, c'est surtout ses avocats qui sont... Arrêtez de regarder derrière vous, c'est l'écran. Vous regardez. C'est surtout ses avocats. La caméra, elle est là. La caméra, là, effectivement. Voilà, et un avocat suisse est censé arriver ces prochains jours pour régler le contentieux parce que Nestlé, pour le moment, ne veut pas s'arrêter là. Nestlé estime que Georges Clooney fait partie, en termes d'image, d'un produit phare très important de l'entreprise. Donc, silence radio de Georges Clooney. Voilà, il doit avoir un contrat en or qui l'oblige au silence. Merci beaucoup, David. Et c'était l'écran de contrôle. Voilà, qui diffusait simplement le clip. Donc vous cessez de le regarder. Merci David. Il est 20h25 et 22 secondes ici à Jaffa, Tel Aviv, 1 heure de moins là-bas à Paris. On se retrouve dans quelques minutes, à 20h30 précisément, ou 19h30, pour évoquer beaucoup plus sérieusement le dossier iranien et ce tapis rouge qui est déroulé en Europe au président Rouhani. On en parlera avec notre invité, Alexandre Adler, dans quelques minutes. À tout à l'heure.